Bonjour Bruno Markov. Bonjour. Merci beaucoup Bruno Markov d'avoir accepté notre invitation pour l'entretien. Vous êtes ingénieur, vous avez travaillé une dizaine d'années dans l'IA, la data et le conseil en stratégie d'innovation. Et puis à un moment, il se passe quelque chose. Vous vous rendez compte qu'il y a une catastrophe écologique qui est en cours. Et donc, vous écrivez votre premier livre qui s'appelle Le dernier étage du monde. Et puis vous décidez de poursuivre quand même le conseil en essayant de réorienter le business modèle des entreprises à l'aube des limites planétaires. Vous en concluez cependant que ça n'a pas forcément à grand chose. Et vous quittez Paris pour le parc naturel des Causses du Quercy, 12 habitants par kilomètre carré, pardon. Et tout en entamant bien sûr votre deuxième livre. Donc de quel progrès avons-nous besoin? Pour démarrer cet entretien, puisque vous êtes ingénieur de formation et que nous sommes en école d'ingénieur, pourquoi avoir choisi en sortant d'école d'ingénieur le domaine de l'IA et des sciences de données? Bonne question. Déjà, j'ai toujours été passionné par l'IA parce qu'on en parlait déjà à l'époque. Je sais que ça fait bizarre, mais voilà, il y avait déjà beaucoup de discussions sur une première bulle à l'époque où j'ai commencé à ma carrière. Donc, c'était entre 2008 et 2012. Et on sentait qu'il y avait une première tendance autour des techniques de machine learning, des systèmes de recommandation. En gros, il y avait un marché qui allait émerger très fort, qui consistait à conseiller aux entreprises, aux grandes entreprises qui n'ont pas forcément des grandes capacités d'innovation sur ce plan-là, parce qu'elles n'avaient pas encore compris ce qui se préparait, de copier un peu les patterns qui se faisaient dans la Silicon Valley. Et donc, moi, j'avais... a posteriori, j'aime bien dire que je vendais le futur selon la Silicon Valley aux grandes entreprises. C'est-à-dire que j'appliquais à la lettre des conseils comme celui du fondateur de Salesforce, Marc Benioff, qui disait aux décideurs à l'époque, vous devez prendre un temps d'avance sur le futur et vous tenir prêt à accueillir les clients quand ils arriveront, ce qui est un conseil pas con, on peut en convenir. Et donc, j'ai très vite un peu voulu exploiter cette vague. Moi, j'étais dans un cabinet de conseil, donc pas forcément un cabinet qui était prêt à parler de tech pure, parce qu'il fallait prendre des gens qui ne sont pas forcément dans le moule du conseil, en tout cas comme on se le présentait à l'époque. Voilà. Consultants, c'est des gens qui ont un savoir-être, j'en parle beaucoup dans mon premier roman. Le savoir-être est au moins aussi important que le savoir-faire. Il y a une présentation, il y a une manière de savoir parler aux clients, de savoir présenter un peu, même si on parle de choses parfois très incertaines, tout comme une certitude, et d'être très assertif, c'est très important. Or, sur l'innovation technologique, on est plutôt sur des sujets où il faut se tromper, où il faut expérimenter, où il faut mutualiser les apprentissages, il faut mettre les mains dans le cambouis, tester plein de solutions, peut-être des solutions qui n'ont aucun avenir et peut-être certaines autres qui vont devenir extrêmement importantes. Et donc, je suis allé voir à l'époque mon patron pour le convaincre. Alors, ça ne s'est pas fait en une fois, j'ai été un peu persistant. Le convaincre de monter une équipe de geeks dans un cabinet de conseil. Ça se faisait très peu à l'époque, ça se fait beaucoup, beaucoup aujourd'hui. Et ça se fait beaucoup maintenant dans les grandes entreprises aussi, qui ont compris qu'il y avait un intérêt quand même à avoir des ingénieurs sur la question. Et donc à monter une équipe de geeks qui n'était pas forcément consultant, mais qui par contre était hyper pointu sur l'économétrie, sur les stats, voilà. Et donc on s'est créé une petite équipe, on s'est bien marré pendant 2 ans à créer un data lab et à faire plein d'expérimentations sur toutes les technos qui à l'époque étaient open source en plus. C'était beaucoup plus facile d'expérimenter et de créer des choses un peu originales et un peu à sa main. Aujourd'hui, c'est un peu plus bouché. Et du coup, quand le marché effectivement est venu et que les grandes entreprises, les grandes banques ont commencé à se dire « Ah tiens, Big Data, IA, vous pouvez nous en parler ?» Bah oui, on a même plein de démonstrateurs à vous montrer, etc. Et du coup, ça a bien pris, quoi. Vous avez commencé un peu à répondre à cette question, mais vous avez travaillé pendant 12 ans dans le conseil. Qu'est-ce qui vous plaisait et que faisiez-vous concrètement et comment qualifieriez-vous le discours que vous teniez? Est-ce que vous le qualifieriez de technosolutionniste, par exemple? Oui, très clairement. C'est d'ailleurs une des composantes qui m'a à force un peu lassé.
il y avait clairement un principe qui est, il y a des technos qui arrivent, on ne sait pas encore à quoi elles servent, toute ressemblance avec ce qui se passe aujourd'hui est fortuite. Et donc, il y a des solutions qui sont disponibles, on ne sait pas encore quels sont les cas d'usage, et le rôle des cabinets de conseil dans cette situation-là, c'est beaucoup d'être prescripteur, précurseur, on ne sait pas vraiment, mais en tout cas d'essayer de commencer à formaliser à quoi ça sert. Donc, on a des systèmes de recommandation, on a des algos, on commence à savoir les utiliser à l'époque. Hein, je parle de 2011, 12, 13. Et on se dit, ben, pour le marketing, qu'est-ce que ça change? Pour la relation client, qu'est-ce que ça change? Pour l'industrie, qu'est-ce que ça change? Puis voilà, puis on allait voir les experts de chaque secteur en leur montrant déjà ce que c'était que l'IA à l'époque. Ils n'étaient pas tous forcément au courant. Et du coup, ben, d'essayer d'avoir cet échange un peu fertile où, petit à petit, au fur et à mesure qu'ils comprennent ce que ça fait, ben, ils disent « Ah, mais ça pourrait servir à ça », donc on le POC, on l'expérimente, etc. Et donc ça part, toute cette démarche, quand même, d'une solution. C'est-à-dire on ne cherche pas à résoudre un problème prégnant, genre le réchauffement climatique ou un autre problème, mais on ne part pas du problème pour lui trouver une solution la mieux conçue possible, quitte à ce que ce ne soit pas d'ailleurs une solution non technique. On part bien d'une technologie et on cherche des problèmes auxquels ça peut répondre, ce qui est un peu un écueil très 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 récurrent dans le monde économique et chez les cabinets de conseil. Et c'est une des raisons pour lesquelles, oui, j'ai fini par bifurquer personnellement, parce que, en parallèle, on sent bien qu'il y a cette accélération technologique qui est en train de façonner le futur, c'est clair. Ne pas en tenir compte dans les décisions stratégiques d'une boîte serait inconscient. Et en même temps, il y a un autre futur dont on parle finalement. Alors, parfois, on en parle beaucoup en entreprise, parfois, on en parle très peu, mais dans les deux cas, ça n'a pas beaucoup d'incidence sur la stratégie des boîtes, qui est le réchauffement climatique, l'effondrement de la biodiversité, et puis tous les problèmes liés plus généralement à la déstabilisation du système Terre. Et quand je voyais ces deux sujets en regard, je trouvais que c'était presque un peu absurde de chercher à chaque fois des problèmes auxquels les solutions sur lesquels on était expert pouvaient répondre, alors qu'il y avait des problèmes qui étaient complètement laissés en plan et qui étaient au mieux laissés à quelques prospectivistes qui faisaient des beaux rapports, mais qui n'étaient pas forcément très lus. Et vous venez d'en parler. Qu'est-ce qui vous a fait vous rendre compte et un peu bifurquer, vous avez utilisé le terme, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Est-ce que vous avez lu petit à petit? Et donc, quel livre, si c'est le cas? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Non, je pense que ça a été un continuum, ça a été progressif. Et oui, vous parlez de livres, c'est vrai qu'il y avait un petit écart entre moi, je ne conseillais pas de livres à mes clients, mais je conseillais beaucoup de méthodologies, de frameworks, le Value Proposition Design, Lean Startup, le Zero to One, le livre de Peter Thiel, qui depuis, qui était sans doute déjà ce qu'il est devenu, mais il l'est devenu beaucoup plus explicitement. Donc vous voyez qui est Peter Thiel? C'est celui qui a créé JD Vance. Il est intervenu 2-3 fois pour parler de l'apocalypse, et c'est un des architectes du rapprochement entre Trump et la Silicon Valley. Avec Elon Musk, qui est la partie plus visible, lui il est un peu plus éminence grise. Et donc il a écrit un bouquin à l'époque qui s'appelle Zero to One, qui est quand même intéressant à comprendre si on veut comprendre comment la Silicon Valley a réussi à remodeler des secteurs entiers de l'économie à son avantage, parce que c'est vraiment l'angle du modèle économique et de comment, et ça c'est un objectif très affirmé et très affiché, même je crois que c'est en couverture du bouquin, c'est comment créer des monopoles. Un truc qui est normalement illégal, mais lui, il assume. Comment créer des monopoles? Et c'est vrai qu'à l'époque, moi, j'ai un peu conseillé ce type de méthode, en tout cas cette culture, hein, parce qu'elle obtenait des résultats, en tout cas sur l'innovation de rupture, c'est-à-dire elle arrivait vraiment à bousculer des secteurs qui étaient très poussiéreux et à les remodeler de manière très efficace. Et à côté, effectivement, je lisais des bouquins de Bruno Latour, de Donella Meadows, pour une pensée systémique, etc. Et je me disais, bon, il y a quand même un énorme hiatus, et à un moment, ça coince, quoi. Donc, je me suis dit que j'allais explorer cet espace qui s'était creusé entre le mois de 8h à 19h, et puis le mois
qui lisait chez lui et d'essayer d'explorer pourquoi il y avait ce hiatus qui ne me concernait pas que moi, évidemment. Je voyais que j'avais beaucoup de collègues qui étaient différemment sensibles à la question écologique, mais qui quand même montraient tous aussi des symptômes de ce même hiatus pour d'autres raisons. Et c'est un peu ce qui a donné naissance au deuxième livre, c'est comment ça se fait qu'il y ait ce fossé permanent entre notre compréhension du monde, notre compréhension du fait que notre trajectoire n'est pas forcément soutenable, et le fait qu'on accélère quand même dans cette direction, et on y participe tous quand même à différents niveaux. Mais... Vous avez rédigé un roman se passant dans le monde du conseil, le dernier étage du monde, et vous expliquez qu'on a besoin d'une prise de conscience. Est-ce que vous pensez qu'elle va passer par la fiction? Qu'elle peut passer par la fiction et que c'est un moyen d'action? C'est un essai. Le deuxième, donc... Je parlais plutôt du premier. Ah, le premier, pardon. Le dernier étage du monde, je ne sais pas si on en ressort avec l'idée qu'une grande transformation est possible. C'est quand même plutôt fataliste. Enfin, ça a été plutôt qualifié de thriller ou de roman plutôt noir et un peu sombre. Donc je ne pense pas que ça donne une envie de se lever le matin et de tout changer. L'essai est plus un peu dans cette intention. Donc du coup, j'en déduis que je crois plus quand même aux essais qu'à la fiction. Après, je pense que tout est nécessaire. Moi, de quel progrès avons-nous besoin? Donc le deuxième livre, qui est un essai, j'ai quand même voulu y mettre une touche narrative, en prenant vraiment un personnage de décideur qui ressemble à tous les clients que j'ai côtoyés. Voilà. Donc tous les, je sais pas, directeurs stratégiques, directeurs d'innovation, DG de boîtes. Et c'était important pour moi d'en faire un personnage, donc d'avoir recours quand même à un procédé fictionnel pour montrer toutes les injonctions contradictoires et ce hiatus finalement que lui aussi ressent, ce personnage fictif de décideur. Et donc, parce que moi, mon intérêt, et je pense que c'est un point commun entre les deux livres, ce qui m'anime, c'est de montrer finalement que le logiciel, le modèle qui nous fait un peu dévisser et qui écarte nos actes et nos décisions de notre compréhension du monde et de nos connaissances, c'est quelque chose qu'on a un peu tous en nous, donc que je nomme dans le deuxième bouquin les verrous systémiques. Dans le premier, j'en parle aussi un peu avec l'exemple du dilemme du prisonnier, etc. Et c'est quelque chose, je trouve qu'on en parle, mais on n'a pas une compréhension... je trouve qu'on devrait en parler infiniment plus si on veut être efficace pour ne serait-ce que conceptualiser ce qu'une transformation de système doit être. Et donc, est-ce qu'on doit avoir recours à la fiction? Oui, mais on doit aussi, à mon avis, comprendre que c'est pas une question il ne faut pas personnifier le problème en disant le problème c'est Pouyanné ou le problème c'est Elon Musk, etc. Je pense que 99,9% des gens dans cette pièce, donc ça doit vouloir dire tout le monde du coup, si on était à la place de Patrick Pouyanné, on tiendrait le même discours. Pourquoi? Parce que si on ne le tient pas, on est viré. Et donc c'est le début du chemin qui mène à la réflexion que c'est notre place dans le système qui fait les choix, les décisions qu'on prend. Du coup, c'est pas une remise en question du libre arbitre, mais c'est de dire que le libre arbitre est quand même très très contraint dans des jeux de contraintes et donc dans des règles du jeu. Et c'est ces règles du jeu qui m'intéressent de décrire, et je les fais donc par deux procédés parce que je pense que tout est pertinent pour faire ça. Okay. Et donc là, vous avez dit que justement, si on était à la place de Patrick Pouyanné, sans doute qu'on ferait pareil que lui. Et quand vous avez repris le conseil, donc après ce premier livre, eh bien, vous pensez sans doute que c'est possible de faire changer les entreprises en tant que consultant, ou en tout cas de leur faire changer leur business model du moins. Et donc, est-ce que vous pensez qu'on peut changer les entreprises? Oui. Oui, clairement. Maintenant, il y a des leviers plus efficaces que d'autres. En fait, tout doit être... moi, je ne veux pas... Ça ressemble à une hiérarchisation, mais tout est nécessaire. Maintenant, je pense que quand même, ce qui pilote avant tout les décisions d'une entreprise, c'est le modèle économique. C'est ce qui fait que ça tourne. Et donc, je pense qu'on a un vrai besoin, et notamment nous, ingénieurs, je me mets toujours avec vous,
d'avoir vraiment une réflexion toujours au niveau du modèle économique. J'aime bien rappeler que la Silicon Valley, puisque voilà, c'est quand même l'écosystème d'innovation le plus connu et celui qui a montré le plus d'efficacité dans sa capacité à remodeler l'économie à son avantage, c'est essentiellement des innovations de modèle. Ce n'est pas des innovations technologiques. Les innovations technologiques, généralement, elles viennent d'ailleurs. Et quand bien même les innovations technologiques, ça arrive, viennent de la Silicon Valley, il ne faut pas oublier que c'est en important énormément d'ingénieurs, parce qu'il y en a très peu aux États-Unis. Donc il y a beaucoup d'ingénieurs, notamment français, indiens, etc., qui vont là-bas pour créer des innovations technologiques. Mais quand on voit tous les succès, Salesforce, Uber, Airbnb, Facebook, Google, tout ça, c'est à 95% des technologies open source qui sont assemblées et sur lesquelles on met un modèle économique qui s'assure que cet assemblage technologique va remodeler toute l'économie à son avantage. Et c'est ça vraiment qui a fait le succès de cette zone et qui vraiment, rien que les 5 boîtes que j'ai citées, c'est des centaines de milliards de valorisation et c'est vraiment des secteurs qui s'en sont toujours pas remis. Donc on parle de choses vraiment substantielles. Donc c'est des gens qui ont transformé les entreprises par la force des choses. Et je pense qu'on transforme les entreprises par les modèles économiques et que la question, c'est est-ce qu'on peut le faire pour une autre finalité que celle qui est poursuivie aujourd'hui par la Silicon Valley, qui est, alors là, c'est vrai, purement technologique. C'est-à-dire que tout doit rentrer dans le champ de cette organisation très technocratique des différents secteurs de l'économie, arbitrée par des algorithmes, bientôt par des agents autonomes, etc. Vous avez ensuite décidé de quitter Paris et vous avez rédigé un essai de quel progrès avons-nous besoin. Et dans celui-ci, vous abordez la notion de verrou systémique. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus, s'il vous plaît ? Oui. Les verrous systémiques, j'ai parlé de Pouyanné. Je ne sais pas si vous connaissez cette scène qui a eu lieu à l'université d'été du MEDEF il y a 2 ans. Et il y a un échange entre Patrick Pouyanné et Jean Jouzel, qui est invité, qui est donc un vice-président, ancien vice-président du GIEC. Et il y a un échange sur le fait qu'il y a un consensus scientifique sur le fait qu'il faut arrêter les nouveaux forages pour entrer dans les accords de Paris. Et Patrick Pouyanné répond « Je connais et je respecte l'avis des scientifiques, le problème c'est qu'il y a la vie réelle ». Donc c'est une citation qui a beaucoup fait sourire, débattre, etc. Parce que de quelle vie réelle parle-t-on ? Et de quelle vie réelle parle-t-on ? De celle du verrou systémique. Ce qui veut dire par vie réelle, on le devine, c'est que si il n'ouvre pas, par exemple, le projet EACOP en Ouganda, mais s'il n'ouvre pas de nouveaux forages, et s'il ne montre pas et puis c'est pas il, hein, évidemment, si Total Energy ne va pas ouvrir de nouvelles capacités, quelqu'un d'autre le fera à sa place. Donc ça, c'est le dilemme du prisonnier, premier verrou. Il y a une demande énergétique qui est toujours en augmentation et qui est toujours en augmentation. Ça ressemble encore un peu à une exponentielle. Toujours alors qu'on parle de sobriété, on n'en parle plus trop, mais on en a parlé pendant quelques années. Donc il y a toujours une demande énergétique croissante parce qu'on a des infrastructures qui font en sorte qu'on puisse à chaque fois être en demande énergétique croissante. L'IA en est un bon exemple. On a plein de data centers et de capacités de calcul installées, donc on crée un truc qui profite de cette capacité de calcul. C'est impressionnant, donc on se dit, ah bah tiens, on va en construire beaucoup plus. Et donc ça, c'est un effet rebond. Deuxième verrou systémique. Il y a la dépendance au sentier. La dépendance au sentier, c'est, peut-être que vous le voyez d'ailleurs, hein, peut-être que je n'ai pas besoin d'en parler, c'est quelque chose que vous voyez peut-être, dites-moi, non ? Non, moi ça ne me dit rien. Dépendance au sentier, c'est path dependency en anglais, peut-être que vous connaissez sous ce nom-là. Bon. C'est l'idée que quand plus on va... Alors la métaphore de la dépendance au sentier, c'est vraiment le sentier de randonnée. Hein. Plus on passe sur un chemin, plus on va avoir tendance à passer sur ce chemin parce que il est creusé, il est propre et qu'à côté, c'est de plus en plus sauvage. Et donc c'est vraiment ça la dépendance au sentier, c'est que plus, par exemple, la voiture individuelle thermique, c'est des choix qui ont été faits au début du XXe siècle, à une époque où la voiture électrique était plutôt... le leader sur le marché. C'était le dominant design, à l'époque où on avait beaucoup de transports en commun, beaucoup de rails, etc. Donc tout ça était en train de se développer.
il y a un choix très fort qui est fait avec voilà, 2 grosses industries qui sont en train de se monter avec Rockefeller et Ford. Et tout d'un coup, ce choix est fait. Et ce choix, à l'époque, il est facilement réversible. Force est de constater que 125 ans plus tard, c'est plus difficile parce qu'on a construit, je ne sais plus, je le dis dans le livre, mais je crois que c'est 80 000 km de route et des infrastructures tellement colossales que revenir sur ce choix qui est à la base un peu anodin, de dire au lieu d'avoir du multimodal, c'est-à-dire d'avoir un moyen de transport par type d'usage du transport, par type de besoin, on va répondre à tout avec la voiture thermique parce que ça nous permet de faire des économies d'échelle de dingue, etc. Et ce choix, en fait, plus le temps passe, plus on doit entretenir les routes, plus on doit continuer à innover sur ce chemin-là, et plus ça veut dire qu'il y a de capital immobilisé sur ce chemin-là, et qu'on est obligé de rentabiliser tous les investissements qu'on a fait par le passé. Et c'est très difficile parce que même à l'échelle d'un petit territoire comme celui où je vis désormais, donc un parc naturel, il y a quand même des routes, sinon j'y vivrais pas, parce que là ça deviendrait très difficile. Et ces routes, plus on les entretient, plus c'est difficile d'avoir de l'argent à mettre pour du réaménagement du territoire au bénéfice du vélo, du rail ou de ce genre de choses. Donc ça, on peut vraiment le retrouver dans tous les secteurs. Donc voilà, ça fait 3 exemples de verrous systémiques, il y en a 9 dans l'ouvrage, il y a plein d'exemples à trouver. Et en fait, c'est des choses qu'on retrouve. Le dilemme du prisonnier, ça vient de la théorie des jeux. La dépendance au sentier, ça vient plutôt de la sociologie des organisations. L'effet rebond, c'est le paradoxe de Givens. Donc c'est un mec qui bossait dans le... Alors c'est un économiste, mais qui analysait le secteur du charbon et qui a déjà trouvé à l'époque que plus c'était peu cher d'aller exploiter le charbon, plus on exploitait du charbon. Donc du coup, il y avait une espèce de paradoxe. Moins ça coûtait en énergie d'aller exploiter du charbon, plus on en sortait. Donc du coup, ce qui aurait dû conduire à un gain d'efficience conduisait à un rebond. Et donc ça, on le retrouve sur l'IA, on le retrouve sur à peu près tout. Il y a le fameux exemple des frigidaires, voilà, où plus les frigos sont efficients, plus on ajoute des fonctionnalités qui font que, en fait, ils consomment plus. Voilà. Les voitures, c'est pareil, les voitures thermiques. Donc voilà, les verrous systémiques, j'emprunte ça à différents champs pour dire que c'est des verrouillages du système, inhérents au système, qui font que nos décisions, quelles que soient nos opinions, quelle que soit notre compréhension des problèmes systémiques à résoudre, restent complètement enfermées dans ce champ, ce petit périmètre que les verrous dessinent. Et rien que le dilemme du prisonnier, on peut se rendre compte en ce moment qu'il est assez féroce déjà, celui-là. C'est-à-dire c'est très difficile de sortir de... On peut en parler après. Non, mais justement, par rapport à ces verrous systémiques, est-ce que vous avez des idées pour s'en sortir? Par exemple, vous avez parlé du dilemme du prisonnier, on le voit très bien avec la géopolitique actuelle. Comment on fait, quoi? Ouais, si j'avais la réponse, je penserais. Non, c'est le dilemme du prisonnier. Alors, il y a eu plein d'ajouts à la théorie initiale. Il y a ensuite, il y a eu toute cette histoire de le dilemme du prisonnier. Ça marche si le jeu ne se répète pas. C'est-à-dire que si on peut tout le monde voit déjà ce qu'est le dilemme du prisonnier. Okay. Si le jeu ne se répète pas, la logique, c'est qu'effectivement, il vaut mieux trahir l'autre, et donc on est full dans la logique compétitive, etc. Après, il y a différents modèles où, si le jeu est répété, par exemple, 2 voisins qui font du bruit tous les deux, un voisin qui commence à faire du bruit et l'autre qui se dit si c'est comme ça, moi aussi je vais faire du bruit, on arrive à modéliser qu'ils ont in fine intérêt à plus faire de bruit parce qu'il y a un accord tacite qui se crée que quand j'en fais pas, l'autre en fait pas non plus. Donc c'est en fait plus on répète la relation, plus le dilemme du prisonnier tend à être faux. Et donc là-dessus, la conclusion à laquelle j'arrive dans le livre, c'est que la sortie du dilemme du prisonnier, c'est forcément par la coalition. Donc la coalition, voilà, après il faut se dire à quelle échelle, etc. Je reviens à mon histoire d'écosystème d'innovation. Les écosystèmes d'innovation, comme la Silicon Valley, mais il y en a ailleurs, on essaye nous d'en faire, par exemple un peu Saclay, voilà, mais c'est le propre d'un écosystème d'innovation, c'est précisément de coaliser plein d'acteurs qui n'avaient pas forcément vocation à se parler au départ, donc des écoles, des startups, de la recherche fondamentale, des grandes entreprises qui sont au contact des problèmes, des décideurs publics qui ont des décisions d'aménagement du territoire à faire. Et on voit bien que dès qu'on permet à une grande diversité d'acteurs de se parler, on le voit parce qu'il arrive que des démarches le fassent, on voit que ça débloque énormément de choses, parce que les gens, en fait, les décideurs en question,
même s'ils sont à des endroits très différents du système, affrontent les mêmes verrous et donc peuvent trouver des clés communes pour en sortir. Mais pour ça, il faut organiser, c'est vrai, une logique de coalition de gens qui, s'ils suivent leur intérêt à court terme, n'ont aucun intérêt à coopérer les uns avec les autres. Et donc c'est cette impulsion, je pense, qu'il faudrait essayer de trouver. Après, il y a évidemment d'autres champs, il y a la régulation, il y a la décision publique, mais moi j'ai plutôt tendance à penser que malheureusement, la décision politique suit souvent les intérêts économiques. En tout cas, elle ne peut pas en faire abstraction. On le voit en ce moment avec le détricotage réglementaire en Europe. Hein, c'est-à-dire qu'on peut avoir un courage à un moment, mais c'est la réalité économique qui finit par primer et qui dit si ça nuit à la compétitivité, on va arrêter. Et donc, j'ai plutôt tendance à croire que c'est au monde économique, avec cette logique de coalition, de prouver qu'il est possible de faire bifurquer un système d'abord localement avec des petits tests et ensuite à l'échelle, et de montrer que ça a une rentabilité économique. Pourquoi ? Parce que notre système aujourd'hui a l'air rentable, il est très performant économiquement, mais il détruit en fait énormément de valeur. Il détruit de la valeur. Le problème, c'est qu'on n'a pas forcément les outils pour le mesurer très précisément. On a de plus en plus de rapports, d'actuaires, etc., qui arrivent quand même à des chiffres vraiment affolants. Alors, ça dépend des rapports. Il y en a qui sont à 10% du PIB d'ici 2050, d'autres qui disent 70% du PIB qui s'écroulerait d'ici 2070. En tout cas, on peut résumer en disant que les perspectives ne sont pas réjouissantes. Et en fait, toute cette destruction de valeur, on sait comprendre le principe à l'échelle systémique. C'est évidemment très complexe à mesurer à l'échelle fine. J'ai dans le livre un exemple où Pascal, mon personnage, décideur en entreprise, hérite d'une forêt, une forêt assez riche, etc., avec plein de biodiversité. Et puis Patrick Pouyanné, encore lui, alors je viens de lui dire, parce qu'il a vu qu'il y avait éventuellement du pétrole sous la forêt. C'est très fictif, parce qu'il n'y en a plus chez nous, mais voilà. Et il propose donc à Pascal un très bon prix pour lui racheter sa forêt. Et je suis cet exercice de pensée pour montrer que c'est très difficile, d'un point de vue économique, de montrer que ce projet va détruire plus de valeur qu'il n'en crée. On peut vraiment argumenter sur un plan scientifique, on peut avoir beaucoup d'arguments, mais d'un point de vue économique pur, ça va être vraiment une tannée. Parce que, donc, si on parle par exemple à l'économiste en chef de Total Energy ou à Bercy, parce qu'il y a aussi un intérêt au niveau du PIB d'avoir ce projet. Et donc je suis l'exercice de pensée en disant que Pascal, du coup, fait l'effort de chiffrer toute la valeur de chaque service écosystémique que rend cette forêt. Donc toute l'eau retenue par les rhizomes et les réseaux racinaires des arbres, l'hébergement d'espèces de biodiversité, les services écosystémiques que ça rend, on crée une valeur à tout ça. On assigne une valeur. Certains essaient de le faire en ce moment, donc on essaie de tout traduire en valeur financière pour dire du coup il y a un manque à gagner. Et je raconte que là, l'économiste de Total Energy et celui de Bercy font ce sourcil, merde, ok. Et puis ils vont dans une réunion, ils restent là enfermés 1 heure, et puis ils ressortent, ils disent non mais c'est bon, on fait le deal quand même, parce qu'on a vu qu'Elon Musk avait une technologie qui retenait 1% d'eau de plus par mètre carré, qui abritait 5 fois plus d'espèces par mètre carré, etc. Donc c'est un peu c'est pour montrer que notre raisonnement économique, nos modèles économiques sont de toute façon biaisés pour que l'approche technologique gagne toujours. Parce que c'est à chaque fois siloter les problèmes et donc avoir une espèce de champ de valeur qui va être exploitable. Alors que pour démontrer la valeur détruite, il faut raisonner vraiment sous un prisme systémique et c'est très très dur à démontrer. Vous avez parlé d'IA un peu précédemment. Dans une interview fin 2024 sur France Info, vous disiez en parlant d'IA, il faut espérer qu'on puisse limiter le progrès technique, ce progrès technique, certains usages de ce progrès technique. Qu'est-ce que le progrès et est-ce que la vision du progrès est problématique ou est-ce que c'est les usages qu'on aurait d'une certaine vision du progrès ? Je ne me souviens pas du tout de cette interview. Et je ne sais pas si je me reconnais tout à fait dans les mots, mais je vais répondre à la question. Qu'est-ce que le progrès ? Bon, alors là, je crois qu'on n'a pas le temps, mais c'est une question super intéressante et c'est pour ça que j'ai choisi de titrer mon bouquin
de quel progrès avons-nous besoin. Le mot progrès, il est justement très polysémique et il représente un peu les problèmes qu'on a. Le progrès, ça désigne à la fois le progrès en tant qu'idéal humaniste, les Lumières, on a le progrès scientifique, l'avancée des connaissances, et puis on a le progrès technique. Et généralement, déjà, ces deux derniers, on a tendance à les confondre un peu ensemble. Moi, tous les jours, j'entends des gens qui disent le progrès scientifique peut nous poser problème parce que, attention, l'IA, etc. Mais on confond là. Progrès scientifique et progrès technique, ce n'est pas nécessairement la même chose. Évidemment, c'est très lié. Le progrès scientifique peut permettre du progrès technique. Même le progrès technique a besoin du progrès scientifique pour avancer. Mais ce à quoi on assiste avec l'Anthropocène, entre autres, mais c'est quand même un problème un peu préoccupant, c'est que le progrès scientifique, parce qu'il est capable de documenter de plus en plus précisément les dynamiques du système Terre, nous renseigne sur les effets délétères du progrès technique. Et donc on a une espèce de divorce entre ces deux progrès, alors qu'on vivait plutôt, en tout cas depuis un siècle, dans une histoire assez sympa où le progrès scientifique profite au progrès technique, qui profite au progrès scientifique parce qu'on a des meilleurs outils, des meilleurs microscopes, donc voilà, ça fait progresser les connaissances. Le tout profitant au progrès humain, à l'amélioration des conditions d'existence. C'est vrai que c'était sympa de croire à ça. Et c'est, à mon sens, ce qui a changé depuis, pour grossir le trait, le début des années 70, où il y a vraiment les premiers... il y a le rapport Meadows, notamment du Club de Rome, mais il y a d'autres travaux à ce moment-là qui apparaissent. Et il y a un divorce, effectivement, entre le progrès technique et le progrès scientifique. Il y a de moins en moins de certitude que le progrès technique contribue systématiquement, automatiquement au progrès humain. Je pense que je n'ai pas besoin de le démontrer, mais j'ai quand même tout un chapitre de mon livre sur la question, où on épluche la technosphère, donc toutes les technologies existantes, pour voir si les usages créent réellement de la valeur d'un point de vue sociétal. Bon, voilà, je vous laisserai lire, mais spoiler, non, pas vraiment. Et donc voilà, ce mot, il est intéressant justement, progrès, parce que les mots traduisent aussi la culture de ceux qui les emploient. Et ce mot, sa polysémie, le fait qu'il désigne des choses qui sont en fait souvent en conflit, montre qu'on n'a pas totalement pensé la chose, ou en tout cas on n'a pas les outils aujourd'hui dans le langage pour penser ces choses. Et d'ailleurs, le progrès, vous noterez en entreprise qu'on n'en parle plus du tout, ça a disparu. C'est Étienne Klein qui a fait une étude statistique pour montrer que voilà, le progrès disparaît vers la fin des années 90 au profit d'innovation qui est beaucoup plus pratique, parce que ça veut absolument rien dire, et que ça vient plutôt du champ juridique, que c'est juste une capacité à créer du nouveau. Donc voilà, on a un peu renoncé à définir finalement ce que doit être le progrès. À mon avis, c'est un peu une question urgente. Vous avez devant vous des ingénieurs auxquels on parle de progrès et d'innovation. Qu'avez-vous à leur dire? Et est-ce que vous referiez une formation d'ingénieur là avec les convictions que vous avez maintenant? Oui, je referai oui, très clairement. Je pense que, comme je disais tout à l'heure, les gens qui aujourd'hui façonnent le monde ont besoin d'ingénieurs et ils viennent les chercher souvent chez nous. Et je pense que pour façonner le monde différemment, on aura besoin d'ingénieurs aussi. J'entends les critiques qui sont faites aux ingénieurs, parce que j'ai bossé avec beaucoup de non-ingénieurs qui, voilà, sur le ton de la vanne, mais il y a une forme de vérité, disent qu'un ingénieur pense toujours de manière très utilitariste. Avec, voilà, il y a une espèce d'aveuglement par rapport au milieu. C'est-à-dire que quand on conçoit quelque chose, le milieu n'existe pas, on conçoit une solution qui va marcher dans tous les milieux, ou qui va marcher avec tous les types d'utilisateurs. Ou alors on réifie un procédé naturel et puis on va le répliquer à l'échelle sans trop faire gaffe aux effets de bord et aux externalités négatives. Donc j'entends ces critiques, je pense que c'est juste aux écoles d'ingénieurs d'adapter leur cursus, et je pense que c'est en cours, enfin, vous me le confirmerez ou pas. Mais moi, sur l'idée qu'il faille voilà, beaucoup de savoir technique et que la technique soit une part de la solution demain, c'est clair. La question, c'est est-ce qu'il faut tout miser sur la technique et tout miser sur l'innovation technologique. Et bon, j'ai une conférence entière là-dessus, donc je ne vais pas vous la faire, mais globalement, le paradoxe, c'est que l'innovation technologique, et donc le progrès technique, je préfère ce mot, vous l'aurez compris, peut nous sauver, à condition qu'on n'attende surtout pas que ce soit lui qui nous sauve.
C'est-à-dire à condition qu'on comprenne qu'à côté, il faut des innovations d'usage, de modèles. Et donc, mon conseil, du coup, c'était ça le début de la question. Mon conseil, c'est qu'il faut que les ingénieurs s'intéressent beaucoup à l'aspect modèle économique et usage, beaucoup à la question des milieux d'usage dans lesquels les systèmes techniques vont être utilisés, parce que c'est là que ça se joue. Et moi, mon deuxième livre est un plaidoyer pour le discernement technologique. Je pense que les ingénieurs sont les premiers concernés là-dessus, les ingénieurs, les designers, et voilà. Et donc justement, ça fait peut-être le lien avec ce que vous faites aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui et est-ce que vous aidez justement à ce discernement technologique? Ouais, aujourd'hui, je fais beaucoup de conférences et donc je donne beaucoup de conseils que j'applique pas beaucoup moi-même. Et c'est un peu ce que je fais depuis le début de ma vie. Donc je suis un peu frustré de ça. Et donc j'ai un projet entrepreneurial qui va me permettre de mettre un peu tout ça en application. Et donc je suis très excité par ça. C'est quelque chose en formation que je ne vais pas présenter ici, mais qui utilise un peu tout ce qu'on s'est dit. C'est-à-dire, c'est vraiment l'idée, c'est de créer des coalitions, justement, entre acteurs très différents et qui permettent de pratiquer de l'innovation de rupture en ayant conscience des verrous systémiques qui empêchent de faire bifurquer le système et qui pourra d'ailleurs impliquer des grandes écoles. Mais sinon, oui, il y a un problème à ce qu'il y ait beaucoup de gens comme moi et pas assez d'entrepreneurs. Donc ça pourrait être une autre forme de conseil, mais je trouve que dans l'écosystème de la transition et en fait dans tous les secteurs de l'économie, il y a beaucoup de gens qui sont là, et c'est logique, encore une fois, d'un point de vue de modèle économique, pour donner des conseils aux entreprises. Les entreprises ont l'argent, donc c'est normal qu'il y ait plein de gens qui veulent leur vendre des choses. C'est tout à fait compréhensible. Maintenant, c'était une question tout à l'heure, est-ce qu'on peut transformer les entreprises? Oui, mais je crois que ce n'est pas le cœur de l'équation. Je pense que pour transformer l'économie, il va falloir peut-être se mettre dans la tête que les entreprises existantes sont les moins bien placées pour se réinventer, parce qu'elles sont les plus verrouillées, elles sont hégémoniques grâce au modèle qui doit être mis en question. Et donc c'est très difficile, ça a été démontré dans la gestion de l'innovation, qu'une entreprise établie sur son marché a beaucoup plus de mal à créer un nouveau modèle. Et c'est pour ça qu'il y a eu ce qu'on a appelé l'ubérisation, des nouveaux entrants qui ont beaucoup plus de facilité à faire exister ce qui doit exister que une entreprise leader sur son marché. Et j'ai perdu le fil. Mais je ne sais plus pourquoi je dis ça. Mais non, vous parliez de ce que vous... Enfin, la question c'était sur ce que vous faisiez aujourd'hui et si justement vous essayez de faire changer ces verrous systémiques. Merci. Non, mais effectivement, il y a beaucoup de gens donc, du coup, qui sont dans une position où ils donnent, comme moi, des conseils aux entreprises pour les transformer. Et mon intuition, que je partage avec beaucoup d'autres gens avec qui on parle beaucoup de tous ces sujets-là, c'est que une grande part de la transformation de l'économie demain viendra aussi de nouveaux entrants, qui est un terme un peu barbare pour dire qu'il va falloir entreprendre, il va falloir créer des choses qui n'existent pas et que les entreprises existantes n'ont pas toujours intérêt à faire exister, en réalité. Okay. Et c'est une question un peu provocatrice, que pensez-vous de l'avenir du modèle capitaliste tel qu'on connaît aujourd'hui, de croissance économique? Il y a deux questions. Le modèle capitaliste, ce n'est pas forcément croissance économique, c'est deux choses qui vont très bien ensemble mais qui sont décorrélées. Donc la question c'est... c'est plus sur la croissance économique. La croissance économique, ok. De toute évidence, voilà, si on parle de problématiques systémiques, je crois que vous avez cours en première année avec Jean Covici. Donc, bon, je suis plutôt sur cette frange-là, c'est-à-dire que le PIB, il est très corrélé avec la consommation énergétique, avec la consommation matérielle, et qu'à un moment, bon, le découplage est un rêve très sympathique, mais qu'il n'y a rien qui permet aujourd'hui d'y croire et même d'avoir... même conceptuellement, je trouve ça difficile. Évidemment qu'il peut être partiel, évidemment que voilà. Et donc, oui, il y a forcément beaucoup de choses qui vont devoir décroître. Moi, je crois quand même que il y a donc le gâteau peut décroître, et il doit décroître vite, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont une empreinte qui est de plus en plus insoutenable. Et pour autant, il y a des choses qui doivent croître. Et donc, voilà. Décroissance ne veut pas dire qu'on va tous baisser. Je pense qu'il faut organiser
la transformation de l'économie pour que justement les secteurs qui doivent croître croissent plus vite. Donc voilà, je tiens juste à dire ça parce que déjà, c'est beaucoup plus facile de tenir ce discours auprès des décideurs économiques, parce que quand on parle de décroissance, généralement, on perd tout le monde. Et puis parce que c'est une réalité. Décroissance est un mot, Timothée, pareil que voilà, le dit lui-même, très mal marketé. Et donc, il va falloir, à mon avis, arriver à faire passer l'idée que c'est aussi un transfert. Et c'est un transfert nécessaire, un transfert de connaissances, un transfert de budget R&D sur des choses qui ont plus de valeur que de faire cliquer sur des pubs. Et donc, ça peut être présenté aussi de manière un peu plus enthousiasmante. Il y a quand même beaucoup de talents, de capital qui sont bloqués sur des trucs qui ne servent à rien. Et donc, il y a quand même des choses assez enthousiasmantes à aller chercher, parce que accessoirement, ces gens sont la plupart du temps en crise de sens. Enfin voilà, il y a peut-être des choses à faire. Et dernière question avant les questions du public. Êtes-vous d'accord avec le fait qu'il est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme? Je crois que je connais l'auteur. Moi, j'ai toujours un peu de mal avec la critique du capitalisme. Je comprends évidemment pourquoi on critique le capitalisme, et on ne peut que le rejoindre. Je trouve que c'est parfois un peu piégeux. J'ai tout un passage dans mon livre où j'explique pourquoi je parle de système A, système B. Système A étant celui dont on doit partir, système B étant, dans l'exercice de pensée, celui vers lequel on doit se diriger. Et quand on essaye d'analyser les axiomes et les théorèmes du système qu'on doit quitter pour mieux définir ce vers lequel on doit aller, le capitalisme est une des composantes, mais pas la seule. Il y a l'extractivisme, il y a le productivisme, il y a l'individualisme, il y a beaucoup de choses qui sont certes très interdépendantes et qui marchent très bien ensemble. Il y a la financiarisation, enfin, le capitalisme financiarisé, il y a le technosolutionnisme. Toutes ces choses ont beau être interdépendantes, on peut citer des systèmes non capitalistes qui ont été très extractivistes, on peut citer des systèmes technosolutionnistes qui ne sont pas à la base capitalistes. On peut imaginer aussi demain un système qui renonce au capitalisme mais qui continue d'être technosolutionniste. Donc voilà, moi je préfère regarder tous ces mots en isme qu'on a l'habitude de dresser un peu en épouvantail et de dire prenons-les tous et considérons que tout ça c'est des symptômes et qu'il y a des racines un peu plus profondes à aller chercher qui, oui, font qu'aujourd'hui la forme de capitalisme dans laquelle on est, elle est intenable, c'est clair et net. Et c'est effectivement très dur d'imaginer sa fin à cette forme à cause des verrous systémiques. Mais je préfère présenter la chose comme ça, parce que ça montre quand même qu'il y a, si on a une vision claire des causes profondes de ces différents ismes, et des verrous systémiques qui nous empêchent d'aller vers autre chose, je trouve que ça libère des capacités d'action. Voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On va maintenant passer aux questions du public. Merci, Monsieur Markov. Vous avez dit, si je reprends un peu vos mots, que c'était finalement au secteur économique de bifurquer. Enfin, c'était lui qui était le plus à même peut-être de bifurquer. Il fallait peut-être moins attendre de la politique en général. Est-ce que c'est bien ça? Oui. Je dis juste que le secteur politique ayant tendance à être bloqué s'il prend des décisions qui n'ont pas de rentabilité économique, il faut, quoi qu'il arrive, que le domaine économique soit intégré dans l'équation très vite. Ok. Alors du coup, est-ce que ça, c'est compatible avec un modèle économique libéral? Modèle économique libéral, est-ce que vous pouvez... C'est-à-dire, on le voit en ce moment justement avec la dénormalisation et l'allègement des contraintes sur les entreprises. Est-ce que le modèle économique est compatible avec un changement justement? En fait, c'est la poule et l'œuf. Et c'est ça mon raisonnement. Moi, évidemment qu'à l'arrivée, le but, c'est que les réglementations évoluent. La question, c'est comment on fait évoluer la réglementation. Et cet exemple de comment l'Europe a, par exemple, la CSRD, c'est quand même un super beau truc, et c'est de la pure réglementation. Maintenant, aujourd'hui, et en fait, depuis que la CSRD existe, il y a plein de forces économiques qui sont là pour dire non, mais on n'en veut pas et on fera tout pour que ça n'existe pas, etc. Et donc,
Dès qu'il y a eu le rapport Draghi, il y a plein de gens qui sont allés dire oui, mais tout ça, c'est à cause de la CSRD, etc. Alors, c'était peut-être un peu plus complexe. Donc, mon point, c'est juste que si les secteurs économiques sont contre, c'est plus difficile de bouger. Ça n'empêche pas que peut-être certains auront le courage de le faire quand même. Et s'il y a le soutien de la population, c'est une autre forme de changement. Moi, je n'ai pas travaillé là-dessus. J'ai travaillé sur le changement qui viendrait des décideurs économiques parce qu'il se trouve, et c'est le passé que j'ai dans le conseil dont on parlait, que à côtoyer ces gens-là, beaucoup ont cette dissonance. Et donc, je pense que beaucoup auraient envie d'un changement systémique, plus ou moins radical, mais beaucoup sont assez ouverts à la question, si on admet que par contre, il y a des verrous systémiques et que c'est très difficile à faire bouger. Donc, après, si ça peut se cumuler avec aussi du courage politique, etc., ça mange pas de pain. Et justement, est-ce que pour vous, on arrivera un jour à chiffrer la valeur de la biodiversité, du climat, tout ça, et à le rendre intéressant économiquement? Ou est-ce qu'à terme, ce sera uniquement des choix d'accepter de faire moins de rendement, moins de marge au profit de la biodiversité et de l'environnement? Ouais, super bonne question. Ça se finira un peu. Effectivement, ça risque d'être une question d'achoppement très forte. L'idée, c'est qu'il faudrait qu'il y ait à la fois une évolution des normes comptables pour effectivement prendre un peu plus en compte la question de la biodiversité. Moi, j'ai expliqué avec mon exercice de pensée pourquoi j'estime qu'il y aura toujours, enfin c'est asymptotique, quoi. Il y aura toujours une limite à ce truc-là, parce qu'il y aura toujours une manière, dès qu'on objective quelque chose, on aurait pu parler d'IA là-dessus, c'est toujours le cas avec l'IA. Hein. Dès qu'on définit une mesure de l'intelligence, évidemment, 3 mois après, OpenAI dit ça y est, on l'a fait, on est à 85%, etc. Sauf qu'en fait, c'est de la force brute pour optimiser juste l'indicateur qui permettait de dire que c'était intelligent. Donc ça, c'est la loi de Goodhart. C'est toute mesure, quand elle devient un objectif, cesse d'être une bonne mesure. C'est pareil quand on cherche à avoir des bonnes notes et qu'on bachote et qu'en fait on n'apprend pas. C'est la loi de Goodhart, toujours elle. Et c'est ce qui me fait dire que ça ne peut pas être un changement juste comptable de on va comptabiliser la valeur de la biodiversité, déjà parce que, pareil, il y aura une limite, c'est extrêmement complexe et je pense qu'il faut accepter qu'on tend vers une compréhension qui est toujours incomplète. Voilà. Et du coup, je pense qu'effectivement, il y a la question des modèles économiques, elle n'est pas que comptable. C'est juste arriver à faire exister une valeur. Et donc la valeur, elle n'est pas forcément financière. Quand, je sais pas, je paye un massage, par exemple, c'est plus une valeur d'usage, c'est plus une valeur, une valeur perçue en réalité. Il y a il y a un champ entier de l'économie qui est très important, qui marche à la valeur perçue, c'est l'économie de l'attention. Tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux pour attirer l'attention des gens, ça marche que à de la valeur perçue. Alors c'est un très mauvais exemple parce que c'est vraiment de la valeur absolument inexistante, mais ça montre que la valeur peut être de plein de natures différentes et que si on a à la fois une approche comptable, réglementaire, mais aussi une approche de ça objectivement, quand on propose ça aux gens qui vont utiliser le système technique ou qui vont utiliser cette innovation, aux gens qui la font, aux États qui doivent la réguler, tout le monde est plus heureux, ça crée une valeur. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais voilà, c'est plus subjectif. Donc, pour résumer la réponse à la question, il faut objectiver. On est obligé de le faire un peu parce que notre système ne marche qu'à ça. Il faut objectiver la valeur que ça représente, mais il faut accepter que tout n'est pas objectivable. Merci beaucoup. J'ai une question côté entreprise et verrou systémique. Bien sûr, il y a une interdépendance, mais est-ce que vous pensez que les entreprises sont plus bloquées par cet aspect de dépendance au sentier, ou alors que c'est vraiment l'aspect compétitif de si elles changeaient, elles couleraient? Et que penser de toutes ces mesures de marché de carbone ou de protectionnisme au niveau de l'Europe pour essayer de protéger nos entreprises? Le correctionnisme? Non, le protectionnisme. Ah, donc protectionnisme quoi? Les droits de douane? Oui. Quel type Par exemple, les politiques genre MCAF, les mécanismes carbone justement aux frontières, et ce type de mesures.
Donc la première question, c'est est-ce que le dilemme du prisonnier est plus fort que la dépendance au sentier ou autre? Je ne saurais pas dire. Là, j'ai pas. Voilà. Et je pense que ça dépend aussi des secteurs. Mais ce qui est sûr, c'est que les deux sont, avec l'effet rebond, j'en ai fait à la fin du livre un peu la clé de voûte de ce qui bloque le système. Vraiment, ces trois trucs-là, c'est vraiment les verrous fondamentaux. En plus, souvent, ils s'autocumulent. Et ensuite, le protectionnisme, là, on est plus encore une fois, dans le champ de la réglementation et des choix politiques. Je pense que le dilemme du prisonnier peut dissuader très très fortement de mettre en place ce type de mesures. Moi, je sais pas. Enfin, j'ai pas d'avis dans le sens où ça fait partie de cet éventail de réglementation qu'il est possible de mettre en place, dont on peut imaginer une version très efficace parce que entrant en synergie avec d'autres types de mesures et un assentiment des secteurs économiques concernés. Et on peut imaginer une version soit pas efficace, soit pas du tout souhaitable parce que très bureaucratique et pas du tout suivie par les marchés carbone, par exemple, ont servi quand même à beaucoup de spéculation et à enrichir des gens qui n'en avaient absolument rien à carrer de la décarbonation. Donc voilà, il y a des bonnes versions et des mauvaises versions d'un peu toutes les mesures qu'on peut imaginer. Et encore une fois, il ne faut jamais oublier le milieu dans lequel elles vont devoir être implémentées. Et le milieu, c'est en l'occurrence les secteurs économiques. Et c'est toujours moi, mon prisme, c'est comment on crée de l'assentiment chez ces gens-là, et notamment par des nouveaux modèles. Merci pour la conférence. J'avais une question plus pragmatique sur la vie à l'école. Vous avez parlé de l'importance de changer la manière dont on forme les ingénieurs, il me semble. Aujourd'hui, au Mines, le directeur du conseil d'administration, c'est aussi le PDG de Safran. Beaucoup de recherches sont financées par Total. À l'heure où on parle, un jury de soutenance de projet est composé de l'ex-PDG de Total. Quand on voit l'omniprésence de ces grandes filiales, de grandes entreprises dans la direction même de l'école, est-ce qu'on peut imaginer un tel changement? Et si oui, quelles sont les formes de ce changement? Est-ce qu'on peut avoir un rôle en tant qu'élève dans cette formation? Vaste débat. Non, je ne sais pas, je vois pas votre cursus, donc je sais que déjà vous avez la chance quand même d'avoir un cours d'introduction dès la première année à ces problématiques, donc c'est pas le cas partout. Effectivement, les verrous systémiques dont on parle concernent aussi l'enseignement supérieur, et évidemment c'est des champs d'influence, et oui, si des entreprises sont présentes, c'est pas seulement par mécénat désintéressé, c'est aussi pour peser sur l'orientation des programmes. La question c'est quoi finalement? C'est comment vous pouvez agir sur... Dans un premier temps, est-ce qu'on peut imaginer, malgré ces blocages-là, une certaine évolution? Bon, c'est une question assez large et pas forcément simple à répondre. Mais oui, en tant qu'élève, est-ce qu'on peut avoir des impacts? Est-ce que vous avez peut-être des conseils à donner à ce sujet-là? Sur le Shift Project, par exemple, qui est donc, le think tank de Jean Covici, ça leur arrive très régulièrement d'aller chercher de nouveaux partenaires. Ils ont des mécénats économiques, ils ont juste une charte très claire sur le fait que ça n'influera en rien sur leurs décisions, et donc ils ont de temps en temps des partenaires qui partent parce qu'ils n'ont pas aimé une prise de position, notamment sur la décroissance, etc. Donc il est possible d'envisager d'avoir des cours qui ont pour seul critère l'adéquation au monde qui vient, et avoir quand même des partenaires qui continuent de soutenir par espoir d'influencer. Mais tant que la frontière est claire et tant que moi, j'ai l'impression qu'on manque parfois de clarté sur le système auquel on adapte l'enseignement. C'est-à-dire que s'il était clair au début de chaque cours, ce cours concerne le système A, voilà comment ça fonctionne depuis 100 ans, voilà comment on crée une boîte dans ce système-là, voilà comment on
crée des économies d'échelle dans cette économie-là. Et on précise que ces systèmes A, c'est très intéressant de l'apprendre, parce que le monde marche encore comme ça aujourd'hui. Et si on pouvait également avoir des cours, voilà les questions à se poser pour imaginer un système B, voilà quels modèles économiques sont émergents, mais non pas encore percés à l'échelle, l'économie de la fonctionnalité, de la coopération, ce genre de choses, et on pouvait ajouter des cours qui permettent de conceptualiser le fait de vivre dans deux systèmes différents, c'est-à-dire il y a un système A qui va exister parce que on en a besoin, c'est lui qui fait tourner tout ce dont on dépend aujourd'hui, ce micro, voilà. Et il y a en même temps la nécessité d'aller vers un système B. Donc, au lieu de conflictualiser, moi j'aime bien toujours dire les deux vont devoir coexister si ça se passe bien. Au pire, il n'y aura que le système A et bon, ben voilà, hein, on verra. Et au mieux, il faut une situation quand même assez longue, hein, probablement, d'ambidextrie, ce qui s'appelle, qui rend une bifurcation possible. Et donc, mon encouragement, ce serait peut-être d'ouvrir cette voie-là, peut-être moins conflictuelle, de dire juste labellisons ce dont on parle. Et quand on a un grand cours, voilà, Philippe Aguillon, il n'est pas là. Il ne donne pas cours chez vous. Le nouveau prix Nobel d'économie. Philippe Aguillon, c'est un excellent exemple voilà, qui parle de croissance endogène. Donc c'est vraiment le logiciel du système A pur, de chez pur. Hein. On crée de la croissance par l'innovation technologique, donc il faut mettre toutes les marges qu'on génère sur de l'innovation technologique parce que c'est ça qui crée de la croissance. C'est hyper intéressant d'écouter ça. Si on a le label, attention, ceci est le système A, ce n'est pas forcément adapté au monde qui vient, sachant ce qu'on sait sur le système Terre. Et je trouve que juste avoir ce petit disclaimer et avoir à la fois à côté des cours du coup plus exploratoires sur du coup quelles sont les lois économiques auxquelles on n'a pas pensé, voilà, ce serait peut-être une voie intéressante. Bonjour, merci pour tout ce que vous avez dit. J'avais une question, quand vous avez parlé de la décroissance, vous avez dit qu'il y avait certains secteurs qui devaient continuer à croître. De quel secteur vous parliez ? Certaines choses doivent croître, mais c'est toujours difficile de parler de secteur, parce que dans chaque secteur, il y a des très bonnes manières de faire les choses et des manières très mauvaises de faire les choses. Ce qui doit décroître, c'est l'empreinte matérielle et énergétique de notre économie. Donc, ce qui doit croître, c'est tout ce qui permet de faire mieux avec moins. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer là-dedans. En fait, ça concerne tous les secteurs. Par exemple, alors moi, j'ai beaucoup été dans l'IA et dans l'informatique. Je peux dire qu'il y a beaucoup de moyens en ce moment de faire mieux avec moins, parce que juste le paradigme dominant pour développer les IA que vous utilisez sans doute beaucoup, c'est vraiment prendre un maximum de ressources, un maximum d'énergie avec un maximum de capital et mettre un maximum de puissance énergétique pour aller le plus loin possible dans la valeur perçue immédiate. Ça, c'est, on va dire, très système A, alors vraiment très système A, et donc il y a énormément de choses à créer. De toute façon, il y a de fortes chances que ce soit une bulle, donc il y aura de toute façon beaucoup d'espace pour créer des choses plus frugales, des approches plus fondées sur le discernement technologique, et ça, c'est des choses qui vont croître, du coup, par la force des choses. Et de la même manière, toujours dans le même secteur, on peut imaginer que la facilité à créer du contenu qui imite parfaitement du contenu généré par les humains soit de plus en plus, mette de plus en plus en difficulté les modèles économiques des acteurs du web qui reposent sur l'attention qu'on porte au contenu qui y circule. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a aussi tout un champ, Internet, qui a été très vite accaparé par ces entreprises-là, qui est à redéfinir. Et là aussi, il y a beaucoup de croissance à aller chercher. Donc ça fait décroître le gâteau au global, le gâteau énergétique et matériel, mais par contre, c'est des secteurs qui peuvent être en forte croissance demain. Bonjour et merci pour votre intervention. J'ai une question par rapport aux décideurs et aux actionnaires. De ce que vous dites, a priori, les décideurs ils sont pas mal en dissonance cognitive, mais il me semble que c'est en partie par le fait qu'en fait, c'est pas eux qui ont le pouvoir. Les AG, c'est les actionnaires qui votent. Et comme vous l'avez dit, a priori, les actionnaires ils ont une lecture économique des choses
Et ça va être dur de tout intégrer, typiquement la biodiversité, etc., dans cette lecture économique. Dans ce cas-là, est-ce qu'il y a vraiment des moyens autres que économiques pour convaincre les actionnaires? Ou est-ce que même en fait, le modèle de la société par action il n'est pas viable du tout? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ouais, très bonne question. Moi, j'assiste, parce que je travaille à la Convention des entreprises pour le climat, qui essaye justement de réunir des décideurs économiques pour leur faire changer leur modèle économique de leur boîte existante. Donc. Et effectivement, les sociétés par action sont rarement celles qui changent le plus, parce que effectivement, ils sont beaucoup plus verrouillés. Donc, ça marche bien avec les entreprises familiales, même s'il y a un peu de capital flottant dans leur capital, c'est pas grave, parce que déjà, il y a leur nom qui est associé, il y a une espèce d'héritage c'est mon grand-père qui a créé la boîte, je veux la filer aux 5 prochaines générations, donc on s'inscrit sur le temps long. Effectivement, je ne sais plus qui disait cet exemple, mais le PDG de Lafarge, si Lafarge veut faire un plan de décarbonation d'ici 2050, le PDG de Lafarge, il y aura 14 PDG d'ici 2050 en moyenne, vu le turnover des décideurs. Donc effectivement, pour ces boîtes-là, ça va être difficile. Et c'est pour ça, je pense, qu'il faut beaucoup de nouveaux entrants. C'est pour ça que je dis ça. C'est parce qu'il y a beaucoup de secteurs dans lesquels les acteurs hégémoniques sont des sociétés par action. Et à moins d'aller voir BlackRock, Vanguard et tous ceux qui ont l'influence sur la stratégie de ces boîtes-là, je préfère croire que des nouveaux entrants peuvent venir secouer tout ça en disant que la valeur qu'ils créent, eux, est plus soutenable et plus robuste. Est-ce qu'ils ont une chance sans l'État, ces nouveaux entrants? Non. Mais je pense que c'est toujours ce truc un peu de ping-pong, quoi. Oui, il n'y a aucune chance sans l'État, mais l'État ne fera pas la première impulsion. Donc il faut créer les premières impulsions qui montrent qu'il y a quelque chose de cohérent qui se crée. Et ensuite, l'État, effectivement, devra aider. On est d'accord. Merci. J'avais une question plus personnelle. Vous avez dit que vous avez bifurqué, en quelque sorte, parce que vous aviez une forte dissonance cognitive, mais vous avez aussi beaucoup vu cette dissonance cognitive autour de vous. Qu'est-ce qui a fait que vous avez bifurqué et pas vos anciens collègues? Est-ce que vous voyez un peu qu'est-ce qui permet de passer concrètement à l'action et pas de juste se morfondre, se dire zut, je suis pas aligné avec moi-même? Tout le monde bifurque à sa manière, je dirais déjà. Enfin, moi, je sais que mon moteur était très lié à ces questions systémiques et écologiques, alors que d'autres ont... Enfin, il y a eu toute une vague, par exemple, où les consultants et les jeunes fast-track de grandes boîtes allaient monter leur start-up. Donc c'était une forme de bifurcation. J'ai eu l'opportunité, moi, de prendre ce virage à un moment, et c'était vraiment au moment où j'ai bifurqué. Et j'avais l'opportunité de monter une start-up et de rejoindre ce modèle qui était très sexy à l'époque, j'imagine qu'il l'est toujours, mais voilà, je vais mettre 5 ans, 10 ans sur la même idée, cravacher, etc. Ça va être l'aventure, et puis peut-être dans 10 ans, je pourrais en vivre, et je vais en plus consacrer ma vie à une idée très, très précise, où je vais devoir vraiment penser qu'à ça tout le temps, etc. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, non, en fait, ce serait exactement refaire ce que je dénonce de mon métier d'avant, c'est penser solution, et de me dire, tout va rentrer dans le prisme de cette solution pendant mes 10 prochaines années. Et moi, j'avais envie de penser plutôt au problème et de dire, OK, élargissons la focale. Et voilà, donc c'est peut-être ça qui m'a donné envie d'être un peu plus large. Et puis aussi, après, c'est la chance d'avoir les conditions au moment. Hein. La chance compte beaucoup. Et peut-être que c'est une capacité à sentir que là, le timing, c'est justement les quelques conditions de chance là qui sont présentes. Ça veut dire que vaut mieux que j'aille vers ça qu'autre chose. Voilà. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond. Ça sera la fin des questions. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et d'être venu ici. Merci beaucoup.